Bien, je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes avant de reprendre. Bien, donc on va pouvoir reprendre. Donc je pense qu'il reste peut-être encore quelques personnes à l'extérieur, mais ça les fera venir. Donc je suis Cyril Scribo, consultant en économie circulaire au CD2E. Je suis ravi de pouvoir animer la prochaine table ronde qui arrive. Et d'ailleurs, je vais appeler tout de suite les intervenants. François Imbert, ingénieur en économie circulaire à l'ADEME, qui nous fera l'introduction. Étienne Fromentin, secrétaire général à l'UNICEM Hauts-de-France, entre autres. Stéphane Bailly, référent technique national au relais. Jean-Luc Rietling, j'espère que je prononce bien, président chez Rietling Revalorisation, accompagné d'Alain Kiebert de chez Transition 21 et Damien Leral de chez Serre France. Est-ce qu'on est au complet? Et voilà, on est au complet. Je vous laisse vous installer. Je vais mettre ici. Ah oui, je vais mettre là. Bien, donc pour commencer cette table ronde sur le gaspillage des matériaux du bâtiment, quelles solutions de revalorisation pour y remédier? Je vous propose d'avoir une introduction par l'ADEME, qui fait partie au passage des financeurs du CD2E, et qu'on remercie d'être présent. Merci Cyril, bonjour à tous. Je voudrais remercier aussi les interventions de ce matin, que j'ai trouvé très très inspirantes. Donc là, on va pouvoir parler lutte contre le gaspillage de matière. Peut-être commencer par la notion d'efficience matière. Donc, efficience matière, ça veut dire consommer moins de ressources pour un même usage. C'est aussi utiliser des matériaux qui sont moins impactants. Il y a une logique de performance écologique. Il y a eu des questions ce matin aussi sur la performance économique, mais il y a aussi une logique. Il y a eu des études qui ont été menées sur la partie coût global des déchets par l'ADEME par le passé. Schématiquement, si vous prenez, alors c'était sur un panel d'une vingtaine d'entreprises, vous prenez votre facture de votre prestataire de gestion de déchets, vous pouvez multiplier par 14 en moyenne le coût pour avoir une vision du coût global des déchets. Pourquoi? Parce que
Effectivement, il y a le coût de la prestation, mais il y a aussi des coûts de stockage, de maintenance, mais surtout, et ça représente 90% des coûts, c'est les coûts de la génération même de ces déchets, donc l'achat des matériaux, la transformation des matériaux. Donc il y a vraiment un sens économique très important. On peut aussi dire que c'est important de faire avancer tous les piliers de l'économie circulaire d'une manière solidaire. On a parlé d'éco-conception, d'achat responsable, de réemploi, de réparation. On a aussi la notion d'urbanisme circulaire. Vous avez vu, il y a des petits guides qui sont disponibles en entrée qui permettent d'aborder même les différents cycles de vie des chantiers, des projets, avoir une notion aussi de vision d'économie sur les flux de matière, mais aussi des flux d'énergie, de la mobilité, l'alimentation, etc. Donc on peut vraiment aller très loin sur l'urbanisme circulaire. Une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, comme cette logique de prévention amont, et qu'on ne peut pas réemployer, qu'on ne peut pas réparer, il y a quand même cette partie recyclage qui arrive et qui est très importante pour lutter contre le gaspillage des matériaux. Je vais donner quelques chiffres et puis après je vais laisser la parole, puisque derrière ce qui est intéressant de voir, c'est les opérations et qu'est-ce qu'on peut faire sur ces différentes filières. Sur l'étude de préfiguration d'AREP qui avait été menée il y a quelques années, en termes de chiffres pour le recyclage, par exemple sur le plâtre, on est sur un gisement à 570 000 tonnes de plâtre à recycler par an, et malheureusement, on n'est qu'à 16% de recyclage. Sur le verre plat, 200 000 tonnes de déchets de verre plat, 3% de recyclage. Le plastique, 170 000 tonnes, 17%. Laine minérale, 250 000 tonnes, 1%. Donc il y a vraiment une marge de progression très importante et il ne faut pas laisser de côté ce sujet. Au contraire, il faut vraiment qu'il soit activé d'une manière solidaire, en tout cas avec les autres piliers de l'économie circulaire. Bien, merci François. Et autour de la table, d'ailleurs, on a différents acteurs à différents niveaux qui interviennent sur ces sujets. Tu as évoqué le plâtre, ce sera évoqué aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a des gens qui feuillettent le document là, dont tu as parlé, qui est disponible. Il est à la sortie de l'amphithéâtre. Je vous propose qu'on commence ce tour de table. Étienne Fromentin, vous êtes secrétaire général à l'UNICEM Hauts-de-France, et également Normandie et Île-de-France, si j'ai bien compris. Lucien, tu peux t'occuper de la partie PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Et donc, l'UNICEM, donc fédération qui rassemble les producteurs de matériaux minéraux qui fournissent les bâtiments, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Vous nous proposez de faire le topo. Oui, c'est pour passer les slides. Vous nous proposez de faire un tour d'horizon, justement, de où on en est sur ces matériaux minéraux. Je vous laisse la parole. Merci Cyril, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais repréciser rapidement ce qu'est l'UNICEM, qui on représente, et puis effectivement, comme tu l'as signalé, faire un petit point sur la filière matériaux de construction avec la partie recyclage et essentiellement et exclusivement axée sur la partie déchets inertes. Tu l'as dit, l'UNICEM, c'est l'Union des industries de carrière et matériaux. On fédère un certain nombre de branches d'activités, les deux principales étant les activités extractives de roches et de minéraux en vue de faire des sables et des graviers, des granulats plus communément appelés. Et on a également au sein de notre fédération les fabricants de béton prêt à l'emploi et les entreprises de valorisation de déchets inertes. On reviendra sur cette partie justement déchets inertes. Au global, c'est une diversité d'acteurs, hein, vous le voyez, 9 syndicats de branches, je ne m'étends pas sur tous ces syndicats de branches, mais on est vraiment situé en amont de la filière du BTP. On approvisionne toutes les entreprises de bâtiments par le biais du BPE notamment et de travaux publics avec les granulats. On traite d'un certain nombre d'enjeux. Le principal, c'est l'approvisionnement durable, c'est quelque chose qui nous est cher. L'approvisionnement durable, qu'est-ce que c'est ? C'est approvisionner des besoins en matériaux de construction sur des notions de proximité et des distances courtes. Le granulat est un pondéreux à faible valeur ajoutée. Je prends toujours l'exemple que quand vous avez un camion à 40 tonnes de granulat, il y a 400 € à 500 € de marchandises.
et le coût du transport double tous les 50 km. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une notion de proximité pour approvisionner les besoins. Et on travaille actuellement avec l'Adréal, entre autres, mais qui est maître d'ouvrage pour la rédaction du schéma régional des carrières sur ce sujet. Le thème de biodiversité, je ne m'étendrai pas aujourd'hui dessus, ce n'est pas le cœur du débat, mais la biodiversité et les enjeux environnementaux sont très très importants. Vous imaginez bien qu'on est en lien direct avec du foncier, avec des enjeux environnementaux qu'on se doit d'appréhender au mieux, les enjeux de réglementation. Et puis ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. On se serait vu il y a 10 ans, l'UNICEM ne serait pas autour de cette table ronde parce que les adhérents, nos entreprises ne voulaient pas entendre parler de granulats de recyclage. C'est clairement, c'est basique, hein, c'est une part de marché qui était prise par des granulats de recyclage et ce n'était pas forcément bien identifié. Et en 10 ans, les enjeux ont vraiment évolué pour appréhender, répondre aux tendances sociétales aussi. Hein. Finalement, il y a les aspects réglementaires qui impulsent des dynamiques. Et puis, effectivement, ces tendances sociétales et un besoin de réponse au marché. Pour conclure sur l'UNICEM, alors le schéma est peut-être pas très clair à l'écran, je ne vois pas ce que ça donne, mais c'est juste pour dire que les granulats, ça répond à un ensemble de besoins, et vous l'avez en répartition. Si je simplifie un peu le schéma, on va dire que, merci Cyril, on a 30% des matériaux à peu près qui vont dans les usages béton, prêt à l'emploi, industrie du béton. On a, ici c'est marqué 8, mais on va dire en Hauts-de-France, après les ratios sont un peu différents, mais c'est les ratios nationaux, mais en Hauts-de-France on est entre environ 10% à destination des produits hydrocarbonés enrobés bitumineux pour peut-être simplifier, voilà, pour recouvrir nos routes. Et puis tout le reste va dans ce qu'on appelle les aménagements divers, de voiries, de réseaux divers, et d'aménagement du territoire au sens large. Et pour revenir sur quelques chiffres clés, pour vous donner un état des lieux sur les... voilà, merci Lucien, sur les quelques... Si on revient juste avant, voilà, dire que c'est des gros volumes, mais vous voyez, c'est, je dirais que 70 sites extractifs hein, en Hauts-de-France, donc sur toute la région, une centaine d'unités de production de béton prêt à l'emploi, 70 plateformes de recyclage, des démarches environnementales, et puis on aime insister quand même sur nos emplois directs, petite fédération comparativement à nos clients bâtiments et TP, mais nos activités induisent forcément des emplois directs et indirects sur le territoire. Donc on vient au cœur du sujet, alors un schéma peut-être un peu complexe que je vais tenter de vous expliquer, qui n'est pas du ressort, ou en tout cas de la source de l'UNICEM uniquement. On essaye de travailler collectivement, et j'y reviendrai ensuite avec des partenaires tels que l'ODEMA ou la CERC, pour alimenter ces données. Mais avec ce schéma, on voudrait illustrer le fait que les matériaux de construction s'insèrent dans un global, et qu'il ne faut pas distinguer granulats naturels de granulats de recyclage. On ne peut pas dire les granulats de recyclage, on va en faire ça. Il faut les privilégier par rapport aux granulats naturels parce qu'on est dans un ensemble de réponses aux besoins d'un marché. Donc sur les déchets inertes, vous avez à gauche donc la totalité de déchets inertes produits dans la région Hauts-de-France avec 15,6. Je vais essayer d'arrondir pour pas à chaque fois mettre les virgules. Mais donc voilà, un peu plus de 15 millions de tonnes de déchets inertes, dont on sait que 4 millions sont réemployés. Ce matin, le terme de réemploi a été évoqué, essentiellement sur la partie bâtiment et pas forcément sur la partie travaux publics. Là, on est vraiment sur la partie travaux publics, les notions de déblai, remblai, réutilisation des matériaux excavés. Donc 4 millions qui sont employés directement sur les chantiers. Ça fait 11, en fait, des chantiers donc sortent 11 millions de tonnes de terre non polluée, pardon. Mauvais lapsus. 2 millions de mélanges de déchets inertes, 1,3 million de béton de démolition et 1,3 million de déchets d'enrobés suite à la déconstruction routière. Dans la profession et au sein de l'UNICEM, on estime que le potentiel de recyclage à travailler essentiellement aujourd'hui, c'est tout ce qui est encadré en rouge, donc 4,7 millions de tonnes. Pourquoi pas les terres? Alors les terres, on sait très bien qu'elles peuvent être recyclées. Ça nécessite de la chaux, notamment traitement à la chaux. Donc il y a des filières qui existent et qui se développent, sur lesquelles on pourra effectivement travailler. Maintenant, il y a des difficultés en termes de volume. Ce sont des volumes beaucoup plus gros. Ça nécessite des places de foncier plus conséquentes. La tonne de chaux qui est une tonne de CO2 émise. Voilà, il y a beaucoup de contraintes d'hétérogénéité qui font que on ne dit pas qu'elles ne peuvent pas être valorisées, mais en tout cas, nous, le cœur de cible pour l'UNICEM,
c'est vraiment ce potentiel de 4,7 millions de tonnes. Et vous voyez que sur ces 4,7, on a aujourd'hui 3,5 millions de tonnes qui sont recyclées sur des plateformes ou sur des carrières. On est intégré dans un travail collectif avec tout un tas d'entreprises qui font du recyclage, qui sont adhérents aux travaux publics. Et aussi, aujourd'hui, vous avez des carrières qui accueillent des déchets inertes pour recycler ces matériaux. Quand on fait le global sur la ligne en dessous, donc sur ces déchets inertes, donc je disais 3,5 millions de tonnes recyclées, 4,4 millions de tonnes réemployées. On a de la valorisation en carrière. Qu'est-ce que c'est la valorisation en carrière? Ce sont ces fameuses terres non polluées qu'on ne sait pas recycler, qu'on accueille sur des sites de carrière pour leur aménagement. Dès lors qu'on accepte ou qu'on prend ces terres pour remettre en état à terme la carrière, c'est considéré comme de la valorisation par les services de l'État. Et puis enfin, 2 millions de tonnes qui sont éliminées en ISDI. Et donc, au global, sur les 15 millions de tonnes de matériaux inertes, aujourd'hui, 11 millions de tonnes sont recyclées, réemployées ou valorisées. Donc on a deux indicateurs qu'on aime mettre en évidence, c'est le taux de performance de la filière inerte, 71%, et le taux de recyclage par rapport au potentiel de recyclage. Et je pense que c'est important toujours de s'entendre sur ces termes, parce que le taux de recyclage, on pourrait dire finalement c'est 3,5 sur la totalité de déchets inertes. Il faut vraiment considérer le potentiel de recyclage. Et puis un dernier indicateur, c'est le taux de couverture des besoins en granulats par le recyclage, le réemploi, les matériaux artificiels. Nous, on considère qu'à partir du moment où on fait du réemploi, c'est une économie de ressources naturelles. Un matériau qui est excavé d'un chantier qui est réutilisé, c'est une économie et c'est un apport de matériaux de carrière que l'on ne fera pas. Et donc les besoins en Hauts-de-France, si on rajoute ce réemploi, c'est 32 millions de tonnes de besoins qui sont couverts par des matériaux artificiels, par du réemploi, par du recyclage et le reste par des matériaux naturels. Donc on a ici un aperçu. Je remercie les personnes, notamment la CERC et l'Adréal avec qui on a, et l'ODEMA, qui sont des pourvoyeurs importants de ces informations. Je le répète, ce n'est pas l'UNICEM qui produit ces chiffres, même si on y contribue. On est déjà dans un esprit de travail collectif avec d'autres partenaires. Je me trompe de touche, pardon. Pour conclure, enfin c'est pas pour conclure, mais en tout cas pour améliorer un petit peu tout ça, parce que voilà, on a envie de travailler collectivement sur ces sujets pour améliorer. C'est pas tout à fait dans l'ordre, mais le premier objectif que l'on se fixe collectivement, et c'est quelque chose qui sera repris dans le schéma régional des carrières, c'est de monter le taux de recyclage par rapport au potentiel à 90%. On est aujourd'hui à 75%, donc il y a encore une petite marge de manœuvre à accomplir pour arriver à recycler 90% de ce potentiel de recyclage. Il faut aussi qu'on arrive à, je le disais tout à l'heure, mais à parler de filières matériaux au sens large, ne pas distinguer ou ne pas cloisonner les différentes ressources que sont les matériaux alternatifs. Les sédiments de dragage ne sont pas évoqués ici, mais ça peut l'être. Les granulats naturels, les granulats de recyclés. Chaque matériau a vraiment un usage particulier. Ça, c'est une logique qu'il faut que l'on ait à l'esprit aussi, c'est que chaque granulat a sa spécificité technique. Et on ne mettra pas, par exemple, mettre un granulat recyclé dans le béton. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Ou alors, si on veut qu'il aille dans le béton, il faut un process de fabrication qui soit vraiment très optimisé, avec des bons déchets, des déchets bien triés en entrée, des matériels pour les valoriser, concasseurs, cribleurs, qui soient optimisés également, et un suivi de la qualité de la production. Donc, c'est vraiment une filière assez structurée. Et on dit toujours le bon matériau, bon endroit, bon usage. C'est-à-dire que voilà, on fait telle application, il y aura une caractéristique qui répondra et le matériau pourra être naturel ou recyclé. Et de la même façon, dans la notion de proximité que j'évoquais tout à l'heure, il y a des endroits où aujourd'hui on ne recycle pas. Il n'y a pas suffisamment de volume de matériaux à recycler pour pouvoir avoir de la disponibilité. Pour améliorer ce taux également, il faut qu'on travaille sur l'aval. C'est comment on utilise mieux les granulats de recyclage. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous consommés, mais je pense qu'on peut encore s'améliorer sur la qualité du granulat de recyclage qui est produit. On a des choses qui existent dans d'autres régions. Ciel, tu disais que j'intervenais sur la Normandie. On a développé un label qui s'appelle Matériaux Normandie et qui consiste à faire monter en compétence les acteurs du recyclage pour bien identifier leurs matériaux qui sont produits, leurs matériaux recyclés qui sont produits. Et on a un lien avec les collectivités pour les rassurer sur l'utilisation du granulat de recyclage in fine. Et en rappelant ça aussi ces notions de dire sur votre territoire, oui, vous avez de la disponibilité de granulat de recyclage,
où vous êtes dans un territoire plutôt rural avec peu de démolition et la disponibilité en granulats de recyclage sera plus difficile. Et puis collectivement, alors quand je dis collectivement, c'est très large, hein, mais c'est tous les acteurs institutionnels et économiques de la région. Il faut qu'on améliore la comptabilisation et le suivi. Hein. Si je regarde Virginie, elle pourra me dire que c'est assez compliqué d'avoir un inventaire exhaustif. On a encore beaucoup de plateformes qui ne sont pas dans nos radars. Enfin beaucoup, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, on a encore quelques plateformes qui ne sont pas dans nos radars. Il faut vraiment travailler sur le suivi de ces données. Donc on a lancé quelques pistes qui sont sur la table. Lutter contre les dépôts illicites, parce que je pourrais avoir la question après de dire, mais quand vous nous avez présenté les chiffres tout à l'heure, si on fait le total de ce qui est recyclé, mis en carrière, réemployé, etc., on n'arrive pas sur nos 15 millions. Aujourd'hui, on a encore malheureusement des déchets de chantier, des déchets inertes qui partent sur des dépôts illicites. Il faut qu'on arrive vraiment à résoudre ce problème. Alors, il y a les actions des services de l'État qui sont faites là-dessus, mais le principal sujet aujourd'hui, c'est la traçabilité. C'est quand on a un chantier, le maître d'ouvrage doit bien identifier vers quel site et vers quel exutoire il éliminera ces déchets. Et il y a un gros travail de traçabilité à mettre en place. Alors, c'est en partie résolu aujourd'hui avec les notions de RNDTS pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, les notions de traçabilité, on insiste dessus pour pouvoir bien identifier les sites et récupérer le maximum de matériaux à recycler. Et puis, comme je le disais, voilà, c'est se mettre autour de la table et partager ces informations pour voir si on est d'accord déjà sur les termes. Je pense qu'il y a des notions de vocabulaire qui sont très importantes. Et puis avoir la notion de comment fonctionne cette filière pour essayer d'améliorer et d'arriver à ce taux de 90% à terme. Bien, merci Étienne. On est ravis de vous accueillir ici pour développer ces échanges justement. Et on voit qu'il y a, en tout cas, on part d'un constat assez précis. Il y a de la demande aussi. Enfin, il y a de la demande. En tout cas, il y a un besoin de matière. Faire un travail sur la demande, peut-être que c'est une des choses ça fait partie des choses qui sont à travailler. Tu as parlé de co-valorisation aussi, enfin de travailler avec d'autres déchets. Ça, c'est des choses qui sont peut-être à retenir. J'ai pas forcément de questions tout de suite, mais peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions. Et puis si on a le temps, on en reprendra sur la fin de cette table ronde. Mais s'il y a des questions dans l'immédiat, on peut. Sinon, on enchaîne. On enchaîne. Alors, on va rester sur les déchets de l'industrie minérale. Et alors, Ritling Valorisation a été accompagné par Alain Kieber, qui sont donc sur le sujet ici, un gros sujet, celui qui a été évoqué en introduction, la valorisation du plâtre. Oui, donc je me présente, Ritling Jean-Luc, donc je suis le fondateur de Ritling Valorisation. Et en 2008, je me suis intéressé sur la problématique du plâtre, qui est un problème récurrent dans les gravats, souvent aussi, vous devez les retrouver. Donc un matériau qui ne peut pas être recyclé avec les matériaux minéraux. Et donc on a développé une technologie qui nous permet de recycler les plâtres dans le sens large du terme. Donc sachant que il y avait des industriels qui sont présents, je dirais, sur le marché, qui savent bien faire le recyclage du plâtre, on va dire de construction neuve, mais subsister quand même dans la déconstruction les plâtres qui, eux, sont souillés, je dirais, par de la laine de roche, de la laine de verre. Ça peut être du polystyrène, ça peut être des rails métalliques, ça peut être de la faïence, ça peut être tout objet qui peut coller, je dirais, sur une plaque de plâtre lors de la déconstruction. Et celle-ci se retrouvait dans des sites de stockage dédiés, de classe 2, et donc qui n'étaient pas réutilisés. Et en volume, ça représente quand même dans les 10 kilos par habitant par an, donc ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, on a un recul de 10 ans d'expérience et on a un savoir-faire qui permet de récupérer tous ces déchets de plâtre et de pouvoir les valoriser. Et donc, ils sont réintroduits dans la filière des industriels du plâtre, mais aussi dans d'autres industriels qui les utilisent, tels que les cimentiers, ou d'autres activités qui commencent à prendre son chemin au niveau agricole. Donc Alain Kieber, j'accompagne Ritling Revalorisation sur le projet d'une implantation dans l'Oise, à Honneuil, près de Beauvais, d'une seconde usine donc, de recyclage
de déchets de plâtre, hein. Le but étant, comme tu l'as dit Jean-Luc, de fournir l'industrie du plâtre en gypse pour éviter l'enfouissement d'abord, parce qu'on est loin de vos performances chez Unicem. On n'est pas à 71% dans cette filière, plutôt la moitié, aux alentours du tiers aujourd'hui, est recyclé. L'autre est enfoui et c'est extrêmement dommage parce que ça occupe du terrain. C'est pas un déchet tout à fait inerte, le plâtre. Il peut réagir avec la biomasse, notamment pour produire des gaz sulfureux, donc c'est embêtant. En plus, ceux qui enfouissent restent propriétaires de leurs déchets, donc il y a quand même cette espèce d'épée de Damoclès sulfureuse au-dessus d'eux. Et puis évidemment, tout ce qui est recyclé, on recycle dans les 92% des déchets qui nous arrivent sont livrés sous forme de gypse, eh bien, ça évite l'extraction. Évidemment, donc ce projet sur Rhôneuil, évidemment, il n'est pas fait. C'est un projet. On espère produire à la fin de l'année 2024. On est soutenu par l'ADEME, que je remercie ici, dans le cadre de cette implantation. Évidemment, les investissements sont coûteux. C'est pour ça que ça ne s'est pas encore fait aujourd'hui. Et je crois qu'on est les seuls en France à accepter un mélange de plâtre, de laine de verre, de carton, de conduite électrique, de porcelaine et même de béton cellulaire, puisque de nombreux acteurs confondent le blanc du béton cellulaire avec le blanc du plâtre. Voilà. Donc, on a un cahier des charges aujourd'hui très ouvert. On a déjà un site qui a été fait dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale entièrement familiale, en plusieurs étapes. Ça n'a pas toujours été facile, n'est-ce pas Jean-Luc ? Je te confirme que ce n'était pas aussi facile que ça. On en a essuyé des plâtres. Voilà. Donc aujourd'hui, après 10 ans quand même d'aventure, ça a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le cycle est mature, fonctionne et traite 45 000 tonnes de plâtre par an, soit à peu près un quart du potentiel de ce déchet en France. Le deuxième site sur les Hauts-de-France, donc sur Rhôneuil, a pour ambition dans un premier temps de traiter 67 000 tonnes de déchets. Il y a beaucoup de ressources par là. Et à terme, 150 000 tonnes de déchets plâtres seront traités, soit à peu près un quart du marché français à terme. On pense que ce volume de déchets va augmenter, puisqu'on a employé avec le temps de plus en plus de plâtre, notamment de panneaux plâtres dans les bâtiments. Voilà, 21 salariés, 30 emplois en 2030 et un peu plus de 10 millions d'euros d'investissement. En termes environnementaux, ce qui nous préoccupe beaucoup, on le reverra notamment sur la raison d'être de l'entreprise, une consommation réduite. On va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, essentiellement dues au fait du transport, en se rapprochant des sources de déchets, puisqu'aujourd'hui on collecte en Normandie, on collecte un petit peu sur les Hauts-de-France, on collecte sur Paris. Donc évidemment, en s'implantant dans l'Oise, on n'aura plus besoin de transporter ces déchets jusqu'en Alsace. Il faut savoir qu'on est sollicité même depuis la Provence, sur le site d'Alsace. Donc il y a un vrai besoin sur cette filière. Et puis évidemment, le gypse, on va le livrer, et on va le livrer très proche, 500 mètres, je crois. Peut-être 550. Voilà, donc juste à côté, à l'usine Signat, qui est située à Honneuil, raison de l'implantation à proximité d'un consommateur. Voilà. Pas trop d'eau, et donc sur ce site, ce seront 60 000 tonnes de déchets qui ne seront plus enfouis, mais refournis sous forme de gypse. On a bien sûr fait une étude environnementale que je n'ai pas trop détaillée, mais il y avait évidemment un peu d'impact que l'on a compensé, notamment en acquérant des terrains qui vont être préservés et qui vont garder leur destination environnementale, notamment en zone humide. Le procédé, ça se voit bien ? Oh, ça va quand même. Donc la collecte en bleu en haut, le flux entrant qui provient de collectivités, qui provient de déchetteries, qui provient des constructeurs, évidemment, d'industriels. De plus en plus, d'ailleurs, ce sont les éco-organismes ici présents qui organisent cette filière. C'est assez récent. On a reçu quelques cahiers des charges cette année. Voilà, quelques appels d'offres. Le procédé lui-même consiste à trier, broyer, séparer et surtout vérifier la conformité, et notamment être certain de l'absence d'amiante. C'est rare, mais on doit le contrôler systématiquement et rigoureusement
dans des délais assez courts pour pouvoir arrêter un lot. En sortie du procédé, on a bien sûr du gypse. Donc le gypse, c'est quoi? C'est du plâtre avec de l'eau. Vous avez peut-être fait ça chez vous. Le plâtre est sec et le gypse, on le mélange avec de l'eau, il récupère ces molécules d'eau et il redevient une roche. Voilà. Et donc ça, c'est un procédé totalement, c'est un processus quasi naturel, totalement réversible. On rajoute l'eau, on a du gypse, on enlève l'eau, on a du plâtre, pour faire court. Mais c'est une eau qui est associée à la molécule, c'est pas juste un mélange d'eau, quoi. C'est chimique. Voilà. Des métaux, évidemment, qui viennent de la filière bâtiment, notamment les rails du placo, des gravats aussi, qui se trouvent inévitablement dans les déchets, et nos refus de tri. Donc 8% de nos produits aujourd'hui sont des refus de tri, qui restent enfouis aujourd'hui. On a des réflexions pour réduire encore ce volume, de la R&D essentiellement. La raison d'être, très clairement, on est un acteur de l'économie circulaire. Voilà. On souhaite et on continue de progresser. Le site d'Honneuil en est la principale illustration aujourd'hui. Évidemment, on est soucieux de nos parties prenantes, de leur bien-être, la compétence interne, notamment des collaborateurs. Voilà. On a toujours cherché à ouvrir le cahier des charges des collecteurs de déchets pour leur simplifier la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accepte désormais le béton cellulaire parce qu'ils ne savent pas en faire la différence et on va en faire notre affaire. Innovation constante, on le voit pour Honneuil, mais on le voit aussi pour réduire nos déchets ultimes enfouis. On a des projets dans ce domaine aujourd'hui qui sont d'ailleurs subventionnés par la BPI, que je remercie au passage. Je ne sais pas s'il y a des membres dans la salle. Voilà. Et ce projet aujourd'hui est en Alsace, c'est le berceau donc de Ricklin Revalorisation, et sera étendu sur Honneuil quand on passera à la phase d'industrialisation. Et on cherche aussi à réduire notre empreinte environnementale. Une illustration, on cherche à remplacer le transport routier en partie par du transport fluvial. Voilà. Bon, le planning, voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déjà franchi 2 étapes que sont l'autorisation des établissements classés. Voilà, c'est validé. On a reçu hier, Jean-Luc, Hier, voilà, on a reçu l'autorisation hier, voilà, donc c'est assez récent. En fait, on a passé au CODERS déjà au mois d'octobre, mais on a eu l'officialisation hier par recommandé. Voilà, donc c'est une actualité tout à fait récente. Je vais essayer de ne pas déplacer les 10 minutes. On est bon là? On est encore bien. Félicitations, voilà. En tout cas. Et la suite, c'est donc éventuellement, il faut purger les recours ICPE, acquérir le terrain. Et bien sûr, le gros morceau, là maintenant, c'est d'arrêter le plan de financement. Voilà, donc mise en service attendue pour décembre 2024. Marche plus, lui? Ah, c'est... Ah si, pardon. Donc un premier site aujourd'hui industriel mature et viable en Alsace, dans la région Grand Est. L'engagement de toute une famille, il n'y a pas que Jean-Luc, il y a toute la famille qui est derrière et depuis longtemps sur ce projet. Une symbiose aussi vraiment importante à développer encore avec les acteurs du territoire, donc du Beauvaisis, bien sûr, de l'Oise, des Hauts-de-France. Ça, c'est un facteur clé de succès, de réussite pour implanter un procédé novateur et quand même un peu consommateur de capitaux. Les lois sur l'économie circulaire, évidemment, nous aident aussi, parce que si on n'avait pas donné une valeur à déchets, on ne l'aurait pas recyclé. C'est pas du tout rentable de vendre du gypse, soyons très très clairs. C'est possible parce que le déchet est taxé et que du coup, le déchet vient chez nous et non pas en enfouissement. Et des aides publiques à l'investissement qui sont tout aussi indispensables. Donc voilà, nous, on écrit l'avenir dès aujourd'hui, notamment dans l'Oise. Ouais, il manque quand même une slide, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, merci. Eh ben, merci à vous pour votre témoignage et donc une aventure qu'on continuera de suivre. En termes on peut prendre une ou deux questions encore une fois dans la salle si le sujet interpelle. En termes de Lucien, oui. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question, remarque sur l'utilisation du foncier. Je sais que vos activités de fait nécessitent beaucoup de foncier, notamment quand il s'agit d'implanter un nouveau site. Je suppose que c'est le cas donc dans l'Oise. Il y a des nouvelles terres qui sont utilisées. Comment vous composez avec cet aspect-là, sachant qu'on a tous entendu parler de la zéro artificialisation nette, et comment on fait donc quand on a une activité qui de fait demande beaucoup d'espace?
Alors l'espace qui est prévu dans l'Oise représente 14 000 m² pour l'installation complète. Et on compense avec une zone humide dans un secteur où on a acquis, je dirais, qui n'était pas aujourd'hui zone humide. Donc la place, elle est restreinte au plus intrinsèque que possible. Alors, 14 hectares, ça reste raisonnable. 14 000 m². 14 hectares Non, c'est 1,4 hectares. 4 hectares, pardon. C'est la digestion. Tu es ambitieux. 14, c'est pour 2050. On vous le souhaite. Quant à la zéro artificialisation nette, c'est important, mais c'est encore loin d'être malheureusement partout réalisable. Il aurait fallu qu'on se retrouve un terrain déjà existant. On a privilégié la proximité, la réduction du transport routier. L'usine Signat qui consomme le gypse étant implantée à proximité. C'est un choix. On est voisins de route. Bien, merci. Une autre. Je me permets juste un complément, Cyril. Zéro artificialisation ne veut pas dire plus de construction. Le tout, c'est de trouver des solutions intégrées dans un environnement pour construire ces nouveaux projets aussi. Les collectivités, je ne sais pas s'il y en a à la salle, mais ça va complexifier la rédaction des documents d'urbanisme pour planifier les activités, mais ce n'est pas parce qu'il y a de zéro artificialisation que ça va limiter ce type de projet. Merci pour le complément. Une autre question, Frédéric, et puis on prendra monsieur. Oui, donc Frédéric Sey, directrice du CD2E. Alors peut-être quelques mots, en fait, d'abord, je les vois, ils discutent entre eux, mais c'est pour vous, messieurs, en fait, la question, c'est vous êtes venus vous implanter en Hauts-de-France, donc on est ravis, en fait, que cette compétence, elle arrive chez nous. Je crois comprendre que c'est parce que vous avez, en fait, des clients qui sont juste à côté, vous l'avez un peu évoqué. Est-ce que vous allez être monoclient, en fait, dans ce lieu-là? Vous me voyez venir, en fait, sur la question du monoclient, de la question de la préservation de votre indépendance, de l'absorption possible, en fait, de votre activité. Comment vous imaginez la suite, en fait, de votre développement avec les 14 hectares ou les 1,4, en fait, parce que j'ai compris qu'effectivement, j'ai bien compris que vous étiez sur cette zone-là. Alors effectivement, il y a parfois des mots nécessaires qui sont d'utiliser de l'espace pour pouvoir faire du recyclage. Et puis une deuxième question, en fait, qui sont sur les 8%. En fait, c'est peu et beaucoup, en fait, de rejets, en fait, que vous avez, que vous enfouissez. Qu'est-ce qui reste, en fait, à faire sur ces rejets, en fait, que vous n'arrivez pas à recycler? Qu'est-ce qui vous reste là-dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est du mauvais tri de départ? Qu'est-ce que c'est? Et comment on pourrait justement baisser ces rejets pour arriver à 5, 3, 2, j'en sais rien, pas 0 parce que c'est compliqué, mais en tout cas aller au plus bas. Alors clients et rejets, donc Jean-Luc, nos clients, c'est qui? Alors, oui, donc on a plusieurs clients, effectivement. Alors, la priorité de nos clients, enfin, je dirais la genèse de nos clients, était le grand public. Donc, les industriels du plâtre ayant eux-mêmes déjà mis en place une filière qui permettait de traiter les déchets de plâtre de leurs clients, c'est-à-dire des plaques neuves qui servaient, je dirais, qui étaient des plâtres uniquement propres, et subsistait quand même, je dirais, cette grande masse qui venait des collectivités, qui eux-mêmes, je dirais, ils généraient des déchets de plâtre via, je dirais, les individus, mais on a aussi des industriels qui consomment du plâtre et qui ont des refus, qu'on traite, et on a également, je dirais, des autres industriels tels que, je dirais, les déconstructeurs qui utilisent ça en grande masse, je dirais, qui sont connus au niveau national. Donc il y a cette panoplie, je dirais, de clients à qui on apporte une solution pérenne pour le déchet de plâtre. Alors, vous posiez la question par rapport aux 8% de rejet. Sur les 8% de rejet, on a effectivement aussi énormément d'incivilité des gens, parce que c'est quelque chose qui est encore pas tout à fait rentré dans les mœurs, de faire du tri en amont. Donc on se retrouve avec des gravats, on se retrouve avec des sacs poubelles, parce que les gens ils prennent un morceau de plâtre, ils le mettent dans le sac poubelle pour l'emmener à la déchetterie. Donc ça, on le retrouve donc dans les 8%. On a également, je dirais, les gaines électriques qui aujourd'hui, je dirais, qu'on retrouve aussi dans les 8%. On va retrouver, je dirais, également une partie de laine de verre et de polystyrène qui se retrouve là-dedans parce qu'ils sont en contact de sulfate. Et donc le sulfate, du coup, ne permet pas de les incinérer, qui ne serait pas très élogieux non plus. Mais pour répondre encore à votre question également, on est en train de travailler sur un procédé qui permettra d'arriver à 99% de recyclé. C'est-à-dire que les 8%, on va les réduire à 7%, et on est en train de faire des tests à échelle, je dirais, industrielle chez nous en Alsace, puisque l'Alsace est et demeurera le RID, je dirais, de nos futures implantations, où on développe, sachant que l'installation qui est à Rohr
est le pur fruit de notre entreprise qui n'existe pas sur le marché, sur lequel on a fait des dépôts de brevets pour pouvoir le protéger un petit peu, notre savoir-faire aussi. Et donc, on est dans cette perspective, je dirais, d'arriver d'ici un an et demi, je pense, à résorber les 8%, à les réduire à 7%. Peut-être une précision, nos clients sont en amont. On est positionné comme les grandes et moyennes surfaces. On n'a que des clients quasiment. Les déchets, on leur rend ce service, donc ce sont des clients. Voilà. Et c'est l'essentiel, vous l'avez compris, hein, puisque le gypse a une faible valeur, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires de Ricklane. Industrie du déchet vraiment typique. Ce n'est pas très habituel. Ce qu'on peut rajouter également sur le sujet, c'est que le plâtre, c'est donc du CaESO4, H2O, qu'on retrouve en abondance en France ou dans d'autres pays voisins, un peu moins en Allemagne, où ils sont beaucoup plus sur le sulfogypse, qui est, je dirais, la déflagration, je dirais, des cheminées de charbon, hein, donc sur les centrales thermiques. En France, heureusement, on n'en a presque plus. On est essentiellement sur le nucléaire. Mais par contre, on a des bassins de gypse naturel, en l'occurrence sur la région parisienne, qui fait que du plâtre, on en aurait suffisamment pour les centaines et des centaines d'années encore. Donc le recyclage a beaucoup de mal encore à vouloir percer parce que l'industrie du plâtre, je dirais, n'a pas forcément envie de se retrouver potentiellement avec un risque sanitaire, avec un plâtre qui pourrait être souillé avec quelque chose. C'est ce qu'il disait Alain tout à l'heure, c'est qu'on a un protocole ultra drastique sur le suivi de la qualité de notre chip, sur la pureté, sur la présence de fibres, mais également sur la présence d'amiante. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un laboratoire qui nous permet de détecter ou pas dans les heures qui suivent où on sort l'échantillon de test. Merci. On avait peut-être une dernière question, monsieur. Oui, Romain Tournois, SMA. Si j'ai bien lu vos chiffres tout à l'heure, à peu près, votre production actuellement avec l'usine de Lorraine, ça représente 25% de notre besoin en plâtre sur la France. C'est pas la Lorraine, c'est l'Alsace, si je me permets. Pardon. Dans l'Est, avec votre usine dans l'Est. Ça me va bien. Ça représente 25% des besoins en France Non. On génère environ 650 000 tonnes de déchets de plâtre en France. Ça, c'est à peu près les chiffres qui sont retenus par l'ADEME. Nous, on peut le certifier dans le sens où on a des collectivités et des départements complets où on traite depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, en faisant une règle de 3, on tombe sur 10 à 11 kilos par habitant par an. Donc, ça s'est révélé juste depuis maintenant ces décennies. Et donc, on représente, je dirais même pas, maintenant, on représente un petit quart, même pas un quart, je dirais, du recyclage qui se fait aujourd'hui. Par contre, on a des consorts qui aujourd'hui recyclent aussi. Donc, on a traité sur l'année 2022 environ 150, 160 000 tonnes qui ont été traitées sur la France. Mais en gros, on construit 4 usines comme la vôtre en France et on n'a plus de déchets plâtre. Encore faut-il que, je dirais, les collectivités et que les institutions incitent, je dirais, les gens à faire le tri en amont et de mettre des bennes spécifiques. Les éco-organismes qui aujourd'hui sont très dynamiques dans le sens et qui vont faire avancer très rapidement, je pense que oui, parce qu'on sent déjà cette mouvance, mais ça mettra encore un peu de temps. Malheureusement. Merci, je vais me faire mettre du temps, on va s'arrêter là. Il nous reste 2 interventions encore. Je vous propose d'aller faire un tour du côté des biosourcés avec Stéphane Bailly, qui est référent technique national au relais, oui, et qui a développé un matériau qu'on ne présente plus, hein, le métis. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être très simple, et ce qui n'est pas toujours évident avec la façon de travailler dans le textile, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et le relais, aujourd'hui, c'est une entité qui a 30 ans, 35 ans, que vous nous faites conscience. On vous en remercie, et ça nous permet de pouvoir toujours créer de l'emploi. Et je rappelle que notre premier métier, quand même, c'est la création d'emplois. Donc, un grand merci pour vos dons. Rentrons dans le sujet. Donc, la filière du remploi du textile,
l'emploi des isolants textiles, puisque ce sera le sujet que j'aborderai. On ne peut pas l'aborder sans parler d'abord de l'amont de la filière textile. Je serai assez rapide, mais il y a quand même des chiffres qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 350 000 tonnes de textiles par an. Donc ça, c'est le marché du neuf. Le relais là-dessus, on collecte 152 000, donc ça correspond à peu près à 40%. Sur 28 centres qui emploient donc pour la région qui nous intéresse aujourd'hui, le Nord-Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, pardon, 900 salariés, donc sur plusieurs sites. On a 6 centres répartis. Et ces collectes de textiles seront celles, et c'est pour ça que j'ai cité ces sites-là par rapport aux autres, sont celles qui alimenteront la fabrication de l'isolant. Parce que même si le relais aujourd'hui a une croissance, et c'est dû, vous l'avez bien compris, à la hausse du nombre de textiles qui rentrent sur le marché, hein, on a des acteurs très connus qui font des prix très bas et qui font en sorte que la fast fashion nous émeut, nous attire, nous fait sortir nos cartes bancaires. Il faut tout regarder derrière, c'est qu'il y a toute la problématique du déchet, et nous on est sur cette problématique-là. C'est qu'au relais, on collecte, c'est très bien, on crée de l'emploi, ce qui est magnifique, puisqu'on est vraiment on est dans l'insertion. Près de 40% de nos salariés sont dans l'insertion. Mais à un moment donné, il faut aussi trouver les exutoires, parce que c'est bien beau de les collecter, il faut les renvoyer vers des solutions de réutilisation. Et donc là, on est sur les boutiques de recyclage. Hein. Vous connaissez certainement Dingue Fringue, mais il y en a d'autres, hein, des recycleurs textiles, des fripiers, hein, pour être très clair. Donc ces friperies, elles peuvent absorber. On a un commerce extérieur aussi sur l'international, l'Afrique et le côté Asie. Donc on renvoie vers ces pays aussi des matières qui pourront être soit réutilisées, soit recyclées pour en faire d'autres choses qui reviendront chez nous et qui repartiront encore par la suite. Donc c'est une boucle. Et pour en venir au sujet d'aujourd'hui, il y a une partie dans laquelle on est rentré il y a 15 ans. C'est la transformation des vêtements coton lourds, les jeans et les velours, tout simplement parce que c'est ce qui est la majorité des produits qu'on collecte. Si je faisais un petit sondage aujourd'hui là dans l'hémicycle, le nombre de personnes qui ont un blue jean, bon, je ne devrais pas être loin de 30%. Donc ça fait en sorte que notre matière première, c'est vraiment le blue jean et le velours, et qui va rentrer dans un process industriel. Tout simplement parce que déjà le relais est intégré, lui, dans des filières de REP depuis bien longtemps, avant même qu'on mette des noms comme TLC, Refashion et autres. Le relais, vous imaginez qu'on n'a pas attendu il y a 35 ans que ça existe pour pouvoir se mettre en place. Donc on en est très heureux qu'ils soient là, parce qu'ils vont accompagner aussi le mouvement de la collecte et du tri. Et en même temps, des lois arrivent, et ces lois sont intéressantes, puisque la loi anti-gaspi, la loi AGEC, a créé, en plus de la REP textile, il y a une REP bâtiment. Et cette REP bâtiment, elle a pour avantage de pouvoir promouvoir aussi les matériaux recyclés. Et nous, dans le principe de Métis, c'est qu'on est un matériau issu du recyclage. Donc on n'est pas un matériau recyclé du bâtiment, mais on est un matériau du recyclage qui, depuis quelques années, a séduit le cœur de pas mal de personnes, puisque aujourd'hui on sort 2000 tonnes de textiles, donc de métis par an, et on a une capacité aujourd'hui qui est au chiffre du relais d'à peu près 4000 tonnes. Donc on est à 50% de notre capacité. Alors aujourd'hui, avec les centres de tri du Nord, du Grand Nord, enfin Hauts-de-France, et si on rajoute les centres de tri de France et des bornes qu'on pourrait rajouter par la suite, on arriverait à plus de 4000 tonnes, on arriverait à 6000 tonnes, on pourrait aller jusqu'à 6000. Bon, après, encore faut-il que le marché puisse accepter 6000 tonnes de coton cyclé. Donc ça, c'est pour la partie donc, du recyclage. Donc Métis, c'est réellement un produit issu du recyclage avec cette vocation de créer de l'emploi. Pardon. Et dans la création de l'emploi, il y a évidemment la création de l'emploi, dans la fabrication d'isolant, il y a également la fin de vie de l'isolant. Bon, on en reparlera dans 50 ans, mais on a déjà aujourd'hui
des produits qui sont pas déconstruits, mais on a des chutes, on a des restes de chantier, on a des choses qui doivent être éliminées. Donc, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on va chercher des exutoires. On a un éco-organisme auquel on est adhérent qui s'appelle Valobat. Très heureux d'être chez Valobat. C'est un choix commun à plusieurs personnes de la filière, à plusieurs membres de la filière du bâtiment et des écomatériaux. Et, je crois pas mal de personnes de l'AICB sont adhérents, donc avec des solutions qui sont attendues pour nous accompagner, pour pouvoir valoriser au mieux nos produits. Donc ça, c'est important parce qu'on cherche vraiment à boucler le fait de dire on peut prendre un produit, le recycler en un blue jeans, en faire un isolant. Cet isolant, on le met dans une maison, mais on va absolument, et ça c'est la volonté du relais depuis bien longtemps, tant mieux les éco-organismes, c'est de pouvoir retransformer cet isolant en un matériau soit de construction, mais ça peut être compliqué parce qu'il y a tout le normatif derrière, mais on a des pistes, soit en un autre matériau, une autre utilisation, un deuxième emploi. Par exemple, on fabrique des lames de parquet avec des fibres de textile intégrées aujourd'hui pour alléger la lame et lui donner une élasticité particulière à optimiser. Donc ça, on sait faire. On sait travailler dans des carrières équestres, donc les paddocks, dans lesquels on vient alléger les sols aussi avec des fibres de textile. On est sur l'industrie huîtrière ou la conchiculture, où on va venir mettre des fibres de textile pour permettre aux huîtres de s'accrocher. Voilà, donc il y a des débouchés, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche absolument, et c'est des pistes que l'on a, pour pouvoir passer d'un isolant à un produit, à un autre produit. Donc Métis, on a des pistes qui sont déjà positionnées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir être ici dans l'hémicycle avec vous pour vous montrer qu'on peut partir d'un produit qui était un déchet, d'en faire un isolant qui a toutes ses caractéristiques aujourd'hui reconnues, vie technique et autres, et que ce produit, dans une vie future, pourra peut-être éventuellement repartir. Et ça, c'est la question que l'on pose aussi aux gens du CSTB, que l'on pose à pas mal d'acteurs du bâtiment au niveau de ceux qui nous encadrent. Comment pourra-t-on repartir d'un déchet dans quelques années ? Quel process pourront-on utiliser, donc avec les éco-organismes et les acteurs de retraitement, pour pouvoir réintégrer ce produit, peut-être dans un matériau de construction, et non pas une lame de parquet ou une carrière, un paddock. Voilà, il reste des choses à faire, mais on y est engagé et on avance, et ce qui permettra d'ailleurs d'optimiser, et ça c'est important aussi, parce que s'il y a des gens ici qui ont des programmes de construction, vous êtes liés aussi pour les marchés publics à avoir un regard sur l'environnement, donc de choisir des produits qui sont sur la base Ignies. Et donc dans cette base Ignies, vous allez rechercher toutes les valeurs environnementales du matériau. Et donc c'est vrai que si on peut optimiser le module D qui sert justement à passer à la valorisation dans le produit, ça permettra d'optimiser d'autant plus la filière et de faire en sorte que déjà, par exemple pour Métis, on puisse avoir une deuxième vie plus facile après déconstruction, et en même temps une meilleure mise en avant des produits, puisqu'il y aura ce module D qui sera complété. Et c'est ainsi pareil aussi pour d'autres matériaux aujourd'hui dans le bâtiment. Voilà, là le lien entre le textile et donc le bâti. Bien, merci. Du coup, on a encore un tout petit peu de temps pour le sujet, si vous le souhaitez. En termes de volume, on a des données sur ce que c'est le Métis. Alors Métis aujourd'hui, c'est 1800-2000 tonnes de fabriqués. On a, donc c'est ce que j'expliquais, on a la possibilité de pousser par deux aujourd'hui, et donc à 4000 tonnes donc en matière existante, détenue par le relais. Simplement, on réoriente ces 2000 tonnes vers d'autres activités, puisque on a des acteurs, la rotorderie, le fil, il y a plein de gens qui viennent travailler avec nos produits aujourd'hui sur des projets et des utilisations. Mais on souhaite toujours ennoblir nos filières et les augmenter. Et c'est vrai qu'on est à terme à 4000 tonnes, on les a, et on a déjà on voit bien que notre courbe de progression, et on atteindra ces 4000 tonnes dans les quelques années à venir. Et après, on a encore 2000 tonnes au relais qu'on pourrait très bien aller chercher si
on peut les flécher vers le bâtiment. Si c'est pour les garder, enfin les flécher vers le bâtiment ou une autre utilisation, mais si c'est pour les flécher pour ne rien faire, pour nous, c'est pas intéressant. Bien. Un produit labellisé biosourcé aujourd'hui. Produits labellisés biosourcés, deux types de produits. On a les panneaux, les rouleaux, et puis on a le vrac. Donc une gamme qui est complètement biosourcée. Oui. Y a-t-il des questions ? Moi, j'en ai une en fait sur le métis. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? J'ai la réponse, mais bon, je veux quand même que vous entendre sur le sujet. Et justement, qu'est-ce que vous pensez est-ce que la question des volumes collectés pose un problème, ou est-ce que c'est la question en fait de quelque part de la sortie en fait et la vente en fait vers le modèle du bâtiment qui a un problème? Parce que moi, je pense que c'est un très bon isolant, c'est un isolant que je connais. Je me dis, on devrait en avoir partout. Moi, j'ai des constructeurs, j'en ai posé. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on n'en a pas un peu plus, puisque nous, on travaille aussi les biosourcés et votre produit fait partie des choses qu'on expose en fait au CD2E. Je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque dans le développement, parce qu'on est là pour accélérer en fait cette situation. Donc, comment on peut vous aider? Dites-nous. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que le CD2E, vous avez accompagné depuis le début. Si on est là aujourd'hui, qu'on peut en parler, et entre nous, c'est parce que vous étiez là aussi à la rencontre quand on a décidé de transformer nos produits. Aujourd'hui, on a... Alors, comment nous accompagner? Je dirais, vous le faites déjà très bien. C'est la mise en avant des matériaux, c'est les lois, c'est la loi sur les produits biosourcés qui intègre aujourd'hui 25% dans les programmes. Ça, c'est des choses intéressantes. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense que la France est un peu frileuse sur le biosourcé. Donc, si on a ici des gens qui peuvent remonter un peu l'info, oui, je pense qu'on peut encore avancer plus. Maintenant, est-ce que la concurrence nous gêne? Moi, je la trouve, c'était pas la question, mais est-ce que la concurrence, comment je l'aperçois? Je l'aperçois pas du tout comme une gêne. Je l'aperçois plutôt comme un booster. Alors, pas seulement booster, comme on voit souvent dans le commerce, il me faut un concurrent parce que sinon je m'affadis un petit peu. Non, je le vois comme un booster de la filière parce que, ça va nous pousser, alors filière textile, à trouver d'autres solutions et d'intégrer l'éco-conception encore plus dans les produits dès le départ. Donc ça, c'est un bon booster. Deuxièmement, plus on est d'acteurs, et plus on prend de poids par rapport au législatif. Donc ça, c'est un deuxième bon booster. Et en même temps, le fait d'avoir des acteurs importants, qu'on peut avoir auprès de nous, c'est d'avoir aussi du poids auprès des personnes qui nous font, on en parlait tout au début, mais qui font nos lois, qui font nos règles, qui vont faire aussi que dans le bâtiment, le normatif peut bouger. Aujourd'hui, on a encore des blocages dans les normatifs sur les usages de nos produits et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le lieu, mais je suis à disposition. Et tant qu'on ne bougera pas certains blocs, je pense que la filière elle aura plus de mal. Elle sera grandissante de toute façon. Donc, quand on voit les acteurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans le biosourcé, moi, je ne me fais pas trop de crainte sur l'avenir déjà de Métis et de ce qui peut être cette belle filière du recyclage. Parce que Métis, c'est du recyclage de produits de second cycle de vêtements. On est bien dans du vêtement ancien recyclé. Donc, on est vraiment sur un produit, pour être très clair, qui aurait dû normalement aller dans une poubelle ou dans un cercle de valorisation énergétique. Là, quand on regarde les personnes qui arrivent aujourd'hui dans le biosourcé textile, ce ne sont pas des produits avec des filières issues du recyclage de textile, vous êtes sur des filières issues du recyclage de fabricants de textiles. Donc vous êtes sur les gens qui fabriquent des lisières, des hectomètres de lisières de textiles et qui ont des chutes de fabrication de matières textiles neuves. Alors tant mieux, ils ont un exutoire, c'est une transformation, c'est très bien. Mais on n'est pas sur les mêmes produits au niveau d'autres aspects environnementaux que l'on peut retrouver après. Mais ça, c'est pareil, on peut en discuter aussi. Mais on est dans un recyclage qui n'est pas de la même... C'est toujours un recyclage, mais on est sur deux familles différentes, entre l'ancien et le neuf. Bien, merci. Et si on veut continuer les échanges, vous aurez un stand du relais pendant la pause. Mais avant cette pause, justement, un dernier point avec Damien Leral. J'espère que je prononce bien. Conseiller d'entreprise chez Serre France, vous avez accompagné en particulier le groupe Wilbert dans la mise en place de centres de tri, de recyclage. C'est à vous. Oui, le support de présentation.
Il est sur le PC. Bon, sinon, sans support aussi, ça fonctionne. Merci Lucien. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, effectivement, je travaille pour le cabinet Sar France, mais aussi pour le groupe Wilbert en développement de projet. Alors, on est sur un site qui était une carrière en extraction de craie depuis 1801, donc sur l'une des plus vieilles carrières, si j'ose dire, de la région, que le groupe Wilbert a racheté en 2007 maintenant. À la fin du Covid, ce site a arrêté d'être exploité pour arrêt du gisement, mais aussi pour recolonisation de la nature sur cet ancien site industriel et d'extraction, sachant que c'est un site qui fait un peu plus de 50 hectares. Et donc, le groupe Wilbert nous a mandaté pour mener un audit de reconversion du site, de sorte à ce qu'on puisse étudier comment est-ce que cette ancienne carrière pouvait se transformer et évoluer en une autre activité. Et donc du coup, sur ce site, on a toute une zone forestière qui aujourd'hui est devenue un site biotope classé, un espace protégé, l'ancienne carrière qui n'a, contrairement aux conditions de remise en état initiale du site, n'a pas été remise en état puisque la faune et la flore a repris ses droits sur ce site. Donc c'est un site qui a été entièrement sécurisé pour que personne ne puisse y entrer et que la faune et la flore puissent y vivre en toute liberté. Et à côté, il y avait tout le site avec plus de 2 hectares de bâtiments et un peu plus de 5-6 hectares en terre qui restaient en espace industriel à exploiter et sur un site qui ne présentait pas d'intérêt écosystémique majeur, qui pouvait être reconverti. Et donc le groupe Wilbert est une entreprise de travaux publics, une entreprise d'hydrocurage, une entreprise aussi de démolition, qui travaillait du coup avec énormément d'acteurs sur le territoire, d'acteurs comme Veolia et comme d'autres entreprises du bâtiment. Le groupe Wilbert a été sollicité pour accueillir des déchets à un moment donné. Et donc l'idée de devenir un centre de surtri, de revalorisation et de préparation de matières premières recyclées coulait finalement de source, puisqu'on était en plus sur un site avec un espace couvert de bâtiments très important, qui était déjà conçu pour le séchage des granulats et de la craie à l'époque, donc sur un bâtiment qui était déjà conçu pour la ventilation, éviter l'empoussièrement, etc., qu'on peut retrouver sur des activités telles que la revalorisation effectivement de plâtre ou de tout autre matériau d'ailleurs. Sur ce site, ce que je souhaite surtout vous présenter aujourd'hui majoritairement, c'est l'activité qui est liée au recyclage des menuiseries et du verre, principalement, puisque là on a vu le granulat, on a vu le plâtre et puis les textiles. Le sujet aujourd'hui des menuiseries, on travaille avec Récif, pour ceux qui connaissent, qui est un réseau national en partenariat avec les éco-organismes, notamment sur la revalorisation des menuiseries. Et donc on a mis en place tout un espace d'atelier sur une entreprise de l'ESS et d'insertion, tout un atelier de démontage de ces menuiseries qui demande un travail manuel précis, qui est difficilement industrialisable à l'échelle de machines, puisque le démontage des menuiseries ne peut encore se faire en grande partie qu'à la main, sauf pour la partie où on utilise une cisaille. Et donc c'est un projet qui allie aujourd'hui l'insertion, qui allie la non-réartificialisation de sols supplémentaires, puisqu'on a reconverti un ancien site industriel pour cette activité. Et puis notre emplacement qui est sur Beauval, donc entre Amiens et Doulan, à 15 km au nord d'Amiens, permet un maillage territorial assez intéressant, notamment pour répondre aux besoins de tous les menuisiers
et de tous les artisans qui posent ces menuiseries et qui du coup font aussi de la dépose et récupèrent ces menuiseries. Sans compter qu'on est face aujourd'hui à une difficulté puisque le réemploi en matière de menuiserie est très marginal, très pauvre si j'ose dire, puisque en règle générale quand vous changez vos fenêtres, c'est tout simplement parce que soit elles ne sont plus aux normes, soit il y a un problème phonique, soit il y a un problème d'isolation, mais on peut difficilement les réemployer, sauf dans le cadre de projets comme on a vu potentiellement tout à l'heure, où on est sur de l'éco-conception un petit peu différente. Et donc aujourd'hui la solution, c'est effectivement de casser, de démonter ces menuiseries et de réenvoyer les matériaux produits, notamment le calcin pour le verre plat, en usine, de sorte à ce que, par exemple dans notre cas, Saint-Gobain et un autre partenaire puissent justement revaloriser ces matériaux et repartir dans le circuit, sachant que l'avantage de ce fonctionnement avec Récif, c'est justement que ça fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire que les constructeurs de menuiseries, de verre plat et de cadres alu ou de cadres bois récupèrent ces matériaux et refont des menuiseries avec. Donc on est vraiment sur une filière qui fonctionne en quelque sorte en circuit fermé. Sur ces menuiseries, ce qui est important aussi de noter, outre l'aspect insertion, c'est notamment sur les questions de recyclage du verre plat, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que rien que sur l'étude de gisement pour notre zone géographique à Amiens, qui se limite à une petite centaine de kilomètres, avec un cœur de cible vraiment à 30-40 km, on est sur un gisement potentiel de quasiment 40 000 tonnes annuelles, ce qui est absolument colossal pour un site comme le nôtre. Ce qui fait qu'on travaille avec un autre partenaire dans l'Oise, Recycpro, qui lui en fait va gérer tout le gisement qui vient du sud des Hauts-de-France et nous pour le nord des Hauts-de-France. Concernant les partenaires, alors je pense qu'on en parle beaucoup depuis ce matin, mais je profite juste de cet instant de parole pour remettre un doigt dessus, et je remercie d'ailleurs l'ADEME d'avoir permis le financement de ce site, parce que c'est un site aujourd'hui qui mérite des machines de haute technologie, un peu innovantes, parce qu'on fait certaines choses qui n'existent pas, notamment sur la préparation du verre plat, de sorte à ce que Saint-Gobain puisse faciliter le retraitement. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, avec la mise en place de la filière REP, avec la structuration de cette filière de recyclage, ce qui est important, ce sont les partenaires. Avant toute chose, les partenaires, les organismes comme le CD2E et l'ensemble des personnes avec qui on peut travailler. Aujourd'hui, une entreprise isolée, je pense qu'elle n'est rien, en quelque sorte, en matière de recyclage et de revalorisation. Je parle notamment aussi, alors, des grosses entreprises, des grosses structures, mais aussi des petits artisans que on voit moins souvent parce qu'ils sont un peu plus éloignés de cette théorie, si j'ose dire, réglementaire, de cette théorie qui peut être la mise en place d'une démarche RSE, d'économie circulaire, ce genre de choses, mais qui aujourd'hui ont tous un rôle extrêmement majeur. Pour vous donner une idée, le gros de nos partenaires aujourd'hui sur les gisements de ces matériaux, ce sont des petites TPE de moins de 10 salariés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce travail de coordination, ce travail de communication est, je pense, plus que primordial et plus que nécessaire en ces temps d'évolution. Donc, encore une fois, merci au CD2E de faire ce travail qui est, je pense, plus que nécessaire. Et donc, juste pour vous donner une idée au niveau des chiffres, notamment sur le site, donc on sera sur la préparation des fines en réincorporation de MPR sur un potentiel sur ce site à 500 tonnes jour. Concernant les menuiseries, on est sur un potentiel de traitement du calcin de 100 tonnes jour maximum et un démantèlement de menuiserie de 10 tonnes hebdo. Alors pour information, là-dessus, le démantèlement de menuiserie est extrêmement coûteux parce que ça prend un temps de dingue. Très honnêtement, aujourd'hui, pour démonter l'équivalent d'une baie vitrée, par exemple, il faudra compter à un agent à peu près 10 à 12 minutes. Donc si vous faites le calcul par rapport au taux horaire, ce que l'on peut produire par jour, démanteler des menuiseries, ça demande énormément de main-d'œuvre physique qui peut être difficilement remplacée par des machines.
Voilà pour cette présentation. D'accord, merci. Et merci pour le clin d'œil. Hein. C'est notre rôle au CD2E d'informer, de former les acteurs. Et voilà, en tout cas, enfin, on ferait rien sans le reste du microcosme. On a parlé. Alors, il y a un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises. C'est celle du transport. J'imagine que quand on parle des kilomètres, on se cantonne au transport routier. C'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure avec quelqu'un dans l'Assemblée. Mais est-ce que, justement, souhaiteriez, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir plus de transport peut-être fluvial pour pouvoir élargir ces axes? En tout cas, c'est élargir ces cercles de rayonnement. Alors je profite peut-être pour faire un petit point sur le sujet, parce que je pense qu'effectivement, dans le futur, il va falloir qu'on puisse un petit peu désengorger les routes. Nous, alors, en ce qui nous concerne, le plâtre étant, je dirais, un matériau assez dense, donc on essaye d'optimiser au maximum le transport. Donc on va avoir des plateformes de massification où on va recentrer, mais on ne pourra pas, à mon avis, avoir 36 000 centres en France, si je peux me permettre un petit peu le jeu de mots. Ça devra s'orienter vers des centres suffisamment performants pour pouvoir avoir des coûts de traitement au plus juste que possible. Néanmoins, sur la région de Grand Est, on est en train de d'évoluer sur un site qui potentiellement aurait un accès à la voie ferrée. Alors, le fret par voie ferrée a encore beaucoup de chemin à faire, puisqu'on les avait sollicités il y a quelques années. On souhaitait, avant de faire des transferts de l'ouest à l'est, aujourd'hui qui demain seront centrés sur Honneuil, on avait essayé et le coût, je dirais, était tellement exorbitant que finalement, ça n'a pas pu se faire et ça ne s'est pas fait. Ce n'était pas une question de temps, de timing, mais c'était plus au niveau gestion, c'est très compliqué. Par contre, le fluvial est quelque chose, et je crois qu'il y a un canal qui est en train de se mettre en place et on ne peut que saluer, mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'eau encore qui devra couler sur les ponts avant d'y arriver. Mais c'est peut-être une piste qui va, je dirais, nous orienter. Et en ce qui nous concerne, nous, on cherche également potentiellement un troisième site à côté d'un cours d'eau qui nous permettrait de faire du transport fluvial. Bien, merci. Damien, il y avait un complément peut-être. Je sais pas, la question s'adressait peut-être à monsieur sur le fluvial, mais un mot, je pourrais en dire beaucoup sur la profession des industries de carrière par rapport au transport alternatif. Je le disais tout à l'heure, on est sur des distances courtes qui sont recherchées au maximum pour réduire ces distances kilométriques. Le transport fluvial, il sert, mais que ce soit pour des déchets ou pour des matériaux de construction, il va servir sur des distances longues. Et la difficulté, c'est qu'on est aussi sur, vous venez de le dire, monsieur, sur des gros volumes, donc ça nécessite des espaces. Et là, on retombe sur les problématiques de zéro artificialisation. C'est que demain, même avec ce canal Seine-Nord, quand on va vouloir pré-acheminer ou post-acheminer, si on ramène des déchets de l'Île-de-France, par exemple, c'est qu'il va falloir les stocker à un endroit, et donc on va prendre des surfaces de terrain qui vont être assez conséquentes. Et je pense que dans la vision d'aménagement du territoire, il faut avoir des zones sanctuarisées pour ces activités déchets, granulats ou vrac, en tout cas, pour pouvoir réussir le transport fluvial. Et sur le transport ferroviaire, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'économiquement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Les réservations de sillons se font plus d'1 an à l'avance, et il y a de grandes difficultés à mettre tout ça en place. Juste pour apporter un complément, sur une question réglementaire, les abords de rivières aujourd'hui en France sont très souvent classés sites Ramsar, zone humide, site biotope, SNIEF 1, SNIEF 2, et je passe toute cette nomenclature super géniale. Du coup, ils développaient un site industriel à proximité des abords de ces rivières et aujourd'hui, sur le plan réglementaire, un peu plus contraignant et compliqué. Et donc, nous, dans notre cas, alors on n'a pas de rivière à proximité, mais effectivement, la question s'est posée de réfléchir à l'implantation avec le futur canal Seine-Nord qui est en train de sortir. Et finalement, l'impact environnemental était quasiment plus mauvais en fait, d'utiliser pour nous, dans notre cas, le fluvial plutôt que le routier. Donc il a plutôt été choisi l'option d'optimiser le routier avec des bennes beaucoup plus importantes et une préparation des matières recyclées
beaucoup plus fines pour avoir finalement un poids plus important. Donc on a plutôt cherché à optimiser le transport plutôt que d'opter pour un autre mode de transport alternatif. C'est pas si simple. Des réactions dans la salle? Oui. Bonjour, Simon Deligny, je travaille pour une entreprise à but d'emploi sur la métropole et je voudrais juste apporter un élément pas de réponse, mais d'aide à la question de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre pour démanteler les menuiseries. Nous avons travaillé avec l'entreprise Covanor du groupe Remède sur le démantèlement des menuiseries et ça a été un moyen de répondre à ce coût de la main-d'œuvre, puisqu'on, étant une entreprise subventionnée, on a des possibilités d'offrir des services à coût adapté au modèle économique des entreprises et des expérimentations qu'elles veulent mener. Donc, ça pourrait aider. J'ai regardé à Amiens, il n'y a pas d'entreprise à but d'emploi malheureusement. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, dans l'hémicycle, nous sommes présents sur la métropole. N'hésitez pas. Et Covanor est une référence dans les Hauts-de-France, en tout cas. On vous croit. Y a-t-il encore une ou deux remarques? Et puis après, on va passer à la pause. Oui. Juste une petite réaction et merci pour vos témoignages. L'importance du collectif, et merci aussi au CD2E, c'est ce que je retiens dans ces échanges. Deux autres choses. La partie du tri amont, qui doit être davantage menée pour avoir cette qualité au final. Cette qualité, on l'a compris dans vos présentations, c'est pour réincorporer les matières premières recyclées dans des produits neufs, mais dans une logique de répondre à des cahiers des charges qui sont aussi exigeants que du vierge. Donc on est vraiment sur une industrie qui répond à des cahiers des charges élevés avec des objectifs de qualité. Et sur des boucles fermées, si on peut faire du verre plat avec du verre plat, très bien, plâtre avec plâtre. Si pour le textile, c'est compliqué d'avoir des exutoires en boucle fermée, justement, c'est intéressant d'avoir des exutoires à haute valeur ajoutée, comme les isolants sur la partie du recyclage textile. Donc voilà, il y a vraiment cette logique, en tout cas, de réponse à des cahiers des charges et du rôle des donneurs d'ordre aussi pour pousser et pour favoriser l'incorporation des matières premières recyclées dans les produits. Merci François pour ce mot de conclusion. Je vous propose qu'on puisse aller faire une dernière pause avant la dernière table ronde. Lucien, pour quelle heure on se donne rendez-vous? À 15h45. Donc vous avez un peu moins d'une demi-heure. À tout à l'heure.